Nous enchaînons avec l'examen des rapports d'activité 2019 des délégataires de services. C'est le rapport fait dans le cadre de la commission de délégation de services publics. Monsieur Boucher, qui l'a présidé cette commission. Monsieur le maire, bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais essayer de vous faire un rapport assez complet, mais j'espère pas trop long, de ces délégations. Ce sont quand même des délégations importantes qui gèrent des pans importants de notre ville. Donc je voulais tout d'abord vous dire que la CCSPL, la Commission consultative des services publics locaux, s'est réunie le 1er décembre 2020, donc sous ma présidence, pour examiner les rapports annuels produits par les délégataires de services publics municipaux pour l'année 2019. Donc ce soir, ce que je vous présente, c'est l'année 2019. C'est pas l'année 2020, c'est l'année 2019. Donc, comme vous le savez, nous avons 5 délégations de services publics, donc je vais les passer les unes après les autres. Je vais commencer par l'aérodrome Marcel Bruchon. Donc la SARL Marcel Bruchon a été reconduite pour une nouvelle période de 12 ans à partir du 1er janvier 2013 dans sa mission de délégataire de services publics en charge de l'exploitation de l'aérodrome, délégation de type affermage. L'aérodrome reste fortement apprécié pour son fonctionnement, la qualité de ses prestations et l'implication de son personnel. Concernant le niveau d'activité de la plateforme, on a totalisé en 2019 26 730 mouvements contre 28 440 mouvements en 2018. Il y a donc eu une diminution de 6% de ces mouvements d'avions et d'hélicoptères. Et cette baisse, elle est essentiellement due à l'activité en baisse du club aéronautique, et c'est souvent en rapport avec la météo, tout simplement. Voilà. Donc sur ces mouvements, donc sur ce que l'on appelle les avions et hélicoptères basés, c'est 23 088 mouvements, avec presque 20 000 mouvements qui sont liés donc au club aéronautique. Et concernant les avions et hélicoptères non basés, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, 3 642 mouvements, à peu près égalité entre des vols nationaux et des vols internationaux. Quelques éléments financiers. Donc les tarifs en 2019 avaient augmenté de 2%. L'exploitation 2019 laisse apparaître un bénéfice de 46 896 euros contre 21 665 euros en 2018. Donc la structure financière de la DSP permet d'assurer le fonds de roulement nécessaire à l'exploitation et aux investissements en cours et envisagés. Concernant les travaux, entretiens, projets, etc., donc on a noté, il reste un souci majeur à l'aérodrome, c'est les inondations à répétition, malgré de gros investissements qui sont faits pour résoudre ce problème. Mais donc il apparaît que l'aérodrome est un réceptacle fort des eaux pluviales, donc environnantes. Et donc nous avons toujours des difficultés liées à ces inondations. Il pleut de moins en moins souvent, mais de plus en plus souvent à la fois, on va dire. Autre fait important en 2019, c'est le déplacement de la pompe Jet A1. Donc il y avait nécessité du déplacement de cette station carburant qui était trop rapprochée du nouvel hangar qui est projeté entre les hangars 5 et 6. Et ça a donc entraîné la dépose de l'ancienne station carburant. Ces gros travaux, c'était des gros travaux, à hauteur de 459 500 euros, ont été pris en charge en totalité par Total. Donc, concernant l'entretien des espaces verts et la biodiversité, donc les espaces verts de l'aérodrome sont entretenus par les agents de piste et par l'exploitant agricole Milanolo. Et le 12 juillet 2019, il y a eu inventaire de la flore et carte de végétation de l'aérodrome réalisé par Ecoflora et Anne Massaglo. Il y a sur ce site un souhait de réimplantation du glaïeul des marais.
cher à Robert Burniard, donc entre autres. Et donc c'est un travail qui est amené aussi donc en bout de piste. Concernant la police d'exploitation et la sécurité. Donc la sûreté de l'aérodrome s'opère toujours sous la conduite du référent qui est Frédéric Gonnet et de ses suppléants. 7 incidents ont eu lieu sur la plateforme concernant surtout des problèmes d'atterrissage liés à des questions techniques ou à de forts vents latéraux. Il y a eu un seul accident corporel qui a été enregistré, la collision entre 2 parachutistes et lors d'un atterrissage hors zone qui a fait un blessé. Voilà donc les éléments principaux concernant l'aérodrome. Juste vous dire sur les questions d'actualité ou projet. Donc il y a projet de construction d'un nouvel hangar aviation d'affaires entre les hangars 5 et 6. Construction sur le même modèle que le hangar numéro 6 de 1500 mètres carrés par la SCI Aviation d'affaires. Autre information que je dois vous donner, étant donné de nombreuses difficultés apparues suite à la vente de la société Para 74 à un repreneur non qualifié pour ce type d'activité, l'activité parachutisme sur l'aérodrome a été suspendue jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Voilà les principales choses qui ont été vues sur l'aérodrome. Concernant l'avis de la CCSPL, aucune observation n'a été formulée par la commission qui a pris acte du rapport du délégataire. Donc j'ai souligné la recherche constante d'un équilibre entre le développement de l'activité de l'aérodrome et la limitation des nuisances sonores pour les riverains. Et concernant le parachutisme, donc, nous avons pris note que l'activité était, en tout cas pour le moment, arrêtée. Voilà pour l'aérodrome. Est-ce que ça appelle remarques et questions? Pas de questions, apparemment. Pas de questions. Donc je vais passer à la deuxième délégation Château-Rouge. Donc depuis le 1er janvier 2018, un nouveau contrat d'affermage, délégation de service public, a été conclu pour une durée de 5 ans, soit une échéance au 31 décembre 2022 avec l'association Relais Culturel de la région Annemassiel qui gère l'équipement Château-Rouge. Le contrat a fait l'objet de 2 avenants. L'avenant numéro 1 relatif à la mise en service de la salle provisoire dénommée l'éphémère qui a été voté le 20 décembre 2018 et l'avenant numéro 2 relatif à la modification de la subvention d'exploitation avec la prise en charge par la collectivité d'un soutien financier associé au spectacle programmé spécifiquement pour les scolaires des écoles publiques à Château-Rouge, qui a été voté le 19 septembre 2019. À noter aussi qu'il y a une convention pluriannuelle de 2018 à 2021, convention d'objectifs, comme scène conventionnée d'intérêt national à récréation, qui a été signée entre l'État, la région et la ville. Je voudrais vous informer que le rapport financier, il y a une subtilité dans la délégation de Château-Rouge, le rapport financier que je vous présente porte sur l'année civile 2019, mais l'analyse de l'activité porte sur la saison 2019 et 2020. C'est-à-dire que la période de fermeture pour raison de Covid au printemps, par exemple, fait partie du rapport d'activité, mais ne fait pas partie du rapport financier. Vous me suivez? C'est parfait. Donc, je vous rappelle que la grande salle de Château-Rouge a fermé en janvier 2019, ce qui a entraîné des conséquences significatives sur l'activité de Château-Rouge. La structure temporaire éphémère a permis de pallier partiellement à cette situation, mais évidemment pas avec la même jauge de spectateurs. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a eu pour conséquence la fermeture de Château-Rouge du 14 mars au 2 juin 2020 et a provoqué l'annulation de 19 spectacles et de 42 représentations, toutes disciplines artistiques confondues. De même, le festival Friction a été reporté en septembre 2020 et le festival Flex, en lien avec le Léman Express, a été reporté en juin 2021. À noter également une interruption des travaux de la grande salle, donc pendant 7 semaines. À ce jour, cependant, donc on suit des choses avec Pascal Sauge, son ouverture donc de cette grande salle est maintenue donc à l'ouverture de la saison 2021.
en automne 2021. Le délégataire, donc Château-Rouge, a 4 axes d'activité. Tout d'abord, celle qui est la plus connue en tout cas, ce sont les activités de diffusion de spectacles, des disciplines qui sont proposées telles que le théâtre, la danse, la musique, le cirque, les arts visuels et les spectacles pour le jeune public. Donc, en nombre de spectacles diffusés, donc il y a eu 49 spectacles diffusés contre 62 l'année précédente. Je parle des spectacles qui ont eu effectivement lieu puisqu'il y a eu des spectacles annulés. Donc il y a eu 107 représentations contre 141 l'année précédente. Le nombre d'entrées donc est en baisse de 27% à 38 895 entrées contre 53 154 l'année précédente. Le nombre d'adhérents est passé de 1494 l'année précédente à 1289 en 2019-2020 et le nombre d'abonnés est passé de 1326 à 1100. Donc on a une baisse générale qui est due à la fois donc par la situation de travaux et la mise en place de l'éphémère et de sa jauge plus petite, et puis au printemps par la situation liée à la fermeture des spectacles en raison de la Covid-21. L'accompagnement des expériences artistiques, c'est le deuxième point. Donc, c'est l'aide à la création, l'aide à l'émergence de musiques actuelles et production déléguée. Donc, en 2019-2020, donc il y a eu 79 jours, enfin, le nombre de jours de résidence est de 79 contre 98 l'année précédente. Concernant l'action culturelle et la sensibilisation du public, donc l'éducation artistique et culturelle à l'intérieur du PEDT et de la médiation autour du ciné actuel, les ateliers de pratique artistique en milieu scolaire pour les écoles primaires, collèges et lycées, et la sensibilisation et action culturelle tout public, donc par de la médiation ou la réalisation de projets dans le quartier du Perrier en lien avec la politique de la ville. Ce sont quelques points qui ont été menés. Le principe donc du PEDT, donc c'est que chaque élève du primaire public découvre une fois par an un spectacle à Château-Rouge. C'est un engagement donc pris par la ville puisque c'est la ville qui rémunère cette partie-là. Le développement et l'accompagnement des pratiques musicales. Donc ce sont les activités de répétition, les activités de formation, les actions de sensibilisation et d'initiation aux musiques électroniques. Donc les studios de répétition, il y a eu 1200 heures contre 2000 heures l'année précédente d'occupation des studios et il y a une quarantaine de groupes contre une soixantaine l'année précédente. Donc il y a une nette baisse d'activité. Donc je ne vais pas répéter les raisons. Concernant le rapport financier, donc 2019, puisque là il s'agit de l'année 2019, est la première année complète gérée avec l'éphémère. Les recettes ont été fortement impactées par la baisse des capacités d'accueil de ces structures, la diminution du nombre de places disponibles ne permettant pas l'organisation de gros spectacles. C'est-à-dire, je prends par exemple, il y avait, je me rappelle du spectacle de Dominique A par exemple, il a eu lieu à l'éphémère, dans une petite jauge, alors que Dominique A aurait sans doute rempli la grande salle si la grande salle avait été possible. Voilà, donc ces baisses d'entrée sont liées donc notamment aux gros spectacles qu'il n'y avait plus, les spectacles musicaux notamment. Donc les subventions, alors donc ça c'est en ce qui concerne les recettes, donc une baisse des recettes. Les subventions par contre sont en hausse, donc il y a eu une augmentation de la subvention du département et une hausse du soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes aux résidences et aussi une augmentation de la subvention du Conseil du Léman pour le projet Jazz on the Water. Au final, les résultats de cette année vont permettre d'améliorer les fonds de roulement de Château-Rouge, ce qui se révélera bien précieux avec
l'année 2020, donc financièrement, qui sera plus difficile, hein, puisque nous sommes sur une situation annuelle en 2019, situation de bénéfice de 27 217 € contre un déficit l'an dernier de 219 €. Voilà, donc une baisse des recettes de billetterie, une augmentation du total des subventions, dont celle de la ville, hein, qui est de 2 757 000 €, et puis donc augmentation des autres subventions que je vous ai signalées tout à l'heure, et aussi une diminution des charges, donc ce qui fait qu'on est sur une situation qui est positive en fin d'année, même si évidemment le nombre de spectateurs a été moins important. Je le disais sous forme à M. Nabil Loire, le moins on fait de culture, le moins ça nous coûte cher. Observation émise ou avis rendu par la CCSPL. Il n'y a eu aucune observation n'a été formulée par la commission qui a pris acte du rapport du délégataire. Donc les membres de la commission ont été informés que les billets et abonnements non utilisés, bien sûr, en raison de la crise sanitaire en 2020 ont été ou seront remboursés à leurs détenteurs. Voilà. Des questions sur ce rapport Château Rouge? Ou des remarques? Non, ben on peut enchaîner. On enchaîne avec le casino. Le casino. Donc le casino d'Annemasse est exploité par la Société du Grand Casino d'Annemasse, filiale du groupe Partouche, pour l'exercice 2018-2019. Alors là, il y a aussi une petite subtilité puisque l'exercice, c'est pas 2019, c'est novembre 2018 à fin octobre 2019. L'établissement se situe à la 22e place du classement national sur les 202 casinos autorisés. Un produit brut des jeux qui se monte à 23 775 114 €, qui est en augmentation de 2%. Je tiens à le noter parce que ça faisait très longtemps que nous n'étions pas en augmentation. Nous subissions une baisse régulière depuis plusieurs années. Et là, donc, il y a eu, dans cet exercice-là, une augmentation de 2%, donc une attractivité plus forte du casino. Le produit brut des machines à sous donc se monte à 20 167 162 € en augmentation de 0,67%. Cette augmentation du produit des machines à sous s'explique principalement par une légère hausse de fréquentation de 0,54%, soit 1107 entrées supplémentaires. Le produit brut des jeux traditionnels se monte à 3 608 091 € en augmentation de 10,12%. Cette augmentation du produit jeu traditionnel s'explique principalement par les jeux électroniques mis en place. Je vais vous les citer, ne me demandez pas ce que c'est, parce que je ne vais pas savoir vous répondre. Sur Château Rouge, je serai un peu plus à l'aise, mais sur le casino un peu moins. La roulette anglaise électronique, donc qui a une augmentation de 9,55%, et le blackjack électronique, qui a une augmentation de 353,6%, donc ça doit être extrêmement intéressant, j'imagine. Le chiffre d'affaires de la société est de 11 162 251 € en augmentation de 1,16%. Celle-ci emploie 90 personnes au 31, ou employait 90 personnes au 31 octobre 2019. Les recettes versées à la ville s'élèvent à 3 652 791 € pour l'année 2019 et sont en augmentation de 2,27% par rapport à 2018. Ce qui là, à nouveau, est nouveau, justement, puisque nous étions sur une baisse permanente, je dirais, légère baisse permanente depuis quelques années. Ça va pas durer. Pour 2020, ça va pas durer, non. Puisqu'il est fermé, enfin voilà, effectivement, les recettes et ce qui sera versé à la ville pour l'an prochain sera drastiquement en baisse. Je ne vais pas arriver à le dire. Perspective pour 2020. Donc, le produit brut des jeux pour la saison 2019-2020 devrait subir une forte baisse. En effet, celui-ci devrait diminuer de plus de 20%. Cette diminution résultant des conséquences de la crise sanitaire
liées au Covid-19, j'ai dit Covid-21. Alors, Covid-19, excusez-moi, j'ai déjà, toutes mes excuses. Et plus particulièrement de la période de fermeture de l'établissement du 14 mars au 2 juin. Et puis donc il y a à nouveau fermeture en novembre et décembre actuellement. Des travaux d'aménagement importants sont toujours à l'étude, c'est-à-dire qu'il y a la volonté du directeur de reprendre de l'attractivité autour des jeux, bien entendu, mais de l'attractivité sur le site, etc. Et donc il y a des travaux d'aménagement qui sont toujours à l'étude, donc qui sont pas tout à fait simples parce qu'on est en zone inondable, ça demande donc un suivi urbanistique important, donc en étroite collaboration avec les services de l'État. Concernant les observations de la CCSPL, aucune observation n'a été formulée par la commission qui a pris acte du rapport du délégataire. Les membres de la commission ont sollicité des précisions concernant le mode de calcul et les modalités de reversement des sommes revenant à la ville, et a noté par ailleurs une demande d'information concernant la typologie des usagers du casino. Donc l'on donnera... On apportera ça. Voilà. C'est tout pour le casino. Des questions sur le casino, en plus de celles qui ont été posées dans la commission? Pas de questions ou de remarques? Eh bien écoutez, on passe au stationnement. C'est toujours bon, vous me suivez? C'est toujours bon, on suit. Bon. Stationnement. La société SAGS, dont le siège social est établi à Charnay-les-Mâcons, est représentée par son président directeur général, M. Jean-Laurent Dirks, s'est vu confier par la ville d'Annemasse la délégation du service public du stationnement payant par délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2006. La convention a pour objet de confier au délégataire la gestion des places de stationnement sur la voie publique, des parcs de stationnement clos en surface, d'un parc souterrain acquis par la ville, donc c'est Chablais Parc, et remis au délégataire, et la construction et l'exploitation de 2 parcs de stationnement souterrain Montessuie et Libération, et d'un parc de stationnement en silo, Étoile-Gare. L'exploitation a débuté le 1er janvier 2007 pour une durée de 25 ans qui a été portée à 30 ans par avenant numéro 7 en date du 17 décembre 2015 afin d'intégrer la construction et l'exploitation d'un parking supplémentaire en silo près de la gare. Donc le descriptif du plan de stationnement en 2019 était celui-ci. Le parking souterrain de Libération contient 634 places. Le parking souterrain de l'hôtel de ville, Montessuie Hôtel de Ville, 239 places. Le parking souterrain de Chablais Parc, 322 places. Le parking Étoile-Gare, 531 places. Le parking de la place des marchés, 300 places. Le parking du Clos Fleury, 160 places. Le parking de la place Clémenceau, 253 places. Et le stationnement sur voirie, 1445 places payantes. Ce sont les places payantes. Le parking Étoile-Gare a été ouvert en décembre 2019 et le parking de la place Clémenceau a été, lui, fermé et transformé en parc. C'est la 2e année de fonctionnement du système du forfait post-stationnement. Et en délibération du 19 septembre 2019, donc il y a eu l'approbation de l'avenant numéro 10 à la Convention globale de stationnement portant sur diverses dispositions, le parking Étoile-Gare, la place Pierre-Sémard et avec la neutralisation d'emplacement et la place Clémenceau. Les modalités de fonctionnement du parking Étoile-Gare, tarification, amplitude horaire et création de nouvelles tarifications de stationnement payant valables uniquement dans ce parking en raison de la proximité avec le pôle d'échange multimodal. L'intégration du parking de la place Pierre-Sémard sous le statut de parking clos de surface, il est actuellement clos, se rajoute au parking clos de surface. La neutralisation sur ce parking à l'initiative de la ville à raison de 30 jours maximum par année civile, tout en étant exonéré du versement au délégataire d'une compensation financière. Donc c'est un accord que nous avons avec le délégataire qui nous permet
c'est en lien avec le fonctionnement de la salle Martin Luther King, et la suppression donc du parking de la place Clémenceau. Sur l'ensemble des parkings clos, le bilan d'exploitation, la fréquentation horaire est en baisse avec 1 020 278 entrées contre 1 039 046 entrées en 2018. Les recettes horaires cumulées des parcs baissent de 4,27% et atteignent 1 848 290 € contre 1 965 223 € en 2018. Il est à noter que la moitié de cette fréquentation perdue s'est passée au mois de juin 2019. Je l'avais complètement oublié, mais il semble qu'il y ait une très forte canicule à ce moment-là qui explique cette baisse de fréquentation. Sur l'ensemble des parcs, le nombre moyen d'abonnés est équivalent à celui de l'année précédente. Si je prends parking par parking, le parking Libération, il est en légère hausse de fréquentation et en légère baisse de recettes horaires. Il est en hausse de recettes d'abonnement. Le parking Hôtel de Ville Montessuie en 2019 est en baisse, donc la fréquentation est en baisse avec 70 976 entrées contre 76 955 entrées. Bon, ce parking a été pénalisé par les travaux du tramway, puisqu'on était en travaux sur la rue du Parc, qui ont rendu l'accès très difficile. Le parking Chablais Parc est en hausse de fréquentation et en baisse de recettes. Donc la fréquentation continue sa progression avec 179 155 entrées contre 175 872 entrées l'année précédente. Par contre, la recette horaire, enfin la recette liée au parking est en baisse. Alors, il y a deux explications à ça. Les gens restent moins longtemps. Et puis il y a le Merci Samedi, qui évidemment a une influence puisque ce jour-là c'est gratuit, donc il n'y a pas de recette. Il y a des entrées mais pas de recette. Voilà. Le parking Clos Fleury, donc est en légère hausse, la fréquentation progresse avec 279 109 entrées contre 272 007 entrées en 2018 et la recette progresse légèrement de 1,75%. Le parking Clos Fleury est un parking qui fonctionne vraiment bien. Et le parking des marchés est en forte hausse. La fréquentation continue sa progression avec 205 768 entrées contre 167 864 entrées l'année précédente. La recette horaire progresse de 30,50% et la recette des abonnements progresse de 86,47%. Évidemment, ce parking a bénéficié du report des abonnés, du report de la place du parking de la place Clémenceau qui était en cours de fermeture dans l'année. Le parking Étoile Gare, j'ai rien à vous en dire parce qu'il s'est ouvert fin décembre de 2019. Sur la voirie, les recettes horodateurs sont en baisse de 4,53% à 1 062 113 € contre 1 112 525 € en 2018. Donc les recettes, je fais le total des recettes donc sont en baisse de 1,93% et s'élèvent à 3 848 343 € contre 3 930 341 l'année précédente. Donc le bilan d'exploitation pour le résultat de 2019 est bénéficiaire de 214 015 €. Sur l'année 2019, donc il y a eu 34 758 forfaits post-stationnement contre 45 222 en 2018, c'est ce qui remplace les amendes. Hein. On est d'accord, donc il y a une baisse du nombre de FPS pour 2019 par rapport à 2018. Il y a eu 313 recours administratifs, ce qu'on appelle les rapports, contre 588 l'année précédente, donc il y a eu moins de recours aussi. Et en conclusion, donc, je vous dirais qu'en 2019, les recettes ont diminué du fait d'une légère baisse de fréquentation, en juin en particulier.
donc lié à cette forte canicule, de l'impact de l'opération promotionnelle Merci Samedi, puisque si c'est gratuit, il y a moins de recettes qui rentrent, bien entendu. Et le parking Clémenceau a été retiré de la concession pour l'aménagement d'un espace vert. La fréquentation s'est reportée sur le parking Place des Marchés et Place de la Libération. Le parking Étoile Gare a été ouvert au 15 décembre et le parking Sémar donc était en cours d'aménagement pour une mise en contrôle d'accès donc qui a été fait en février 2020. Sur les observations émises, aucune observation n'a été formulée par la commission qui a pris acte du rapport du délégataire. Donc, j'ai noté un consensus concernant le volume global de places de stationnement, jugé suffisant. C'est moi qui insiste sur la nécessité de réfléchir à la problématique du stationnement des résidents. Donc, ça devient une marotte, monsieur le maire, de ma part, mais je pense qu'il y a à réfléchir sur la problématique du stationnement des résidents. Et le représentant de l'UFC Que Choisir, il l'a pas fait au moment de ça, mais il l'a fait à la sortie, donc je vous le mets, a indiqué que les adhérents de l'association se plaignent régulièrement des tarifs des parkings, qui seraient trop élevés. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Voilà. Voilà, des questions, des remarques. Monsieur Iaconet. Oui, bonsoir à tous, merci. Oui, comme vient de conclure Michel Boucher, c'est vrai que les tarifs des stationnements sont souvent cités on va dire en mauvais exemple pour la ville d'Annemasse. L'année 2020, alors j'anticipe un peu, mais l'année 2020 risque d'être compliquée pour notre délégataire, en tout cas pour le volume qui était espéré. Ça va entraîner forcément des décisions de notre part, mais c'est vrai que le délégataire est lié aussi au nombre d'entrées dans ces parkings, c'est indéniable. Il y a le tarif, c'est vrai, le nombre d'entrées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un frein de personnel, de personnes extérieures qui pourraient venir dans le centre-ville d'Annemasse. Est-ce qu'on pourrait pas, durant une année, alors peut-être pas l'année prochaine malheureusement, parce que ça risque encore d'être compliqué, mais de prendre le pari une année de baisser un peu les tarifs, voir comment ça réagit, et de prendre le pari que finalement cette baisse des tarifs augmente le nombre d'entrées dans les parkings. Alors c'est un pari, j'en conviens, mais c'est vrai que peut-être pour rompre un peu le coup à ces idées-là de tarifs élevés, de se dire pourquoi pas sur une délégation qui va durer sur 31 années ou 30 années, de se dire voilà, pendant une année on prend le risque de dire on baisse de temps le tarif de stationnement, on communique fortement dessus, vu qu'on a un très bon service de communication, ça ne sera que chose aisée pour nous de bien communiquer, et de se dire, de faire les points à la fin de l'année en disant, voilà, est-ce que la baisse des tarifs a augmenté le nombre de passages, et finalement avoir un résultat net pour notre délégataire qui soit proche de ce qu'il a aujourd'hui. Merci. Je pense que, voilà, on peut prendre l'idée, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne formule. Mais pourquoi pas, ça mérite d'être travaillé, y compris sur les conséquences, sur les financières, pour la ville par rapport aux engagements qui sont pris avec le délégataire. Donc je pense que ce serait plutôt compliqué. Ce que je remarque quand même, c'est que on est en difficulté, y compris pour valoriser les efforts qui sont faits en termes financiers pour les parkings. Moi, je le dis, et je l'ai souvent dit à Monsieur Dirks, à Jean-Laurent Dirks, je pense qu'en termes de communication, il manque quelque chose. Alors, on essaye de remplir, de suppléer. Je pense qu'aujourd'hui, avec mais aussi bien Christian Abicher que Amine Mehdi pourrait le reprendre, avec les propositions qui sont faites, avec la demi-heure gratuite, avec les tickets qui sont apportés, avec le fait que deux dimanches, là, le stationnement est totalement gratuit. Je trouve qu'on n'a pas, je le dis, suffisamment communiqué sur le fait que deux dimanches, tout est gratuit en stationnement, les 2 dimanches qui précèdent Noël. Donc, je pense qu'on a un effort à faire sur la promotion que l'on porte, et on la porte pas tout seul, on la porte avec les SAGS et avec les commerçants en général, la promotion que l'on porte dans ce domaine-là. Mais voilà, ça méritera d'être étudié. J'ajoute que c'est et là je rejoins Monsieur Iaconet, c'est une DSP importante qui est longue, et que donc nous allons sans doute avoir mettre en place avec une AMO un contrôle gestionnaire, ce qui se fait régulièrement, pour non pas parce qu'on
on craint quelque chose, mais de manière à ce qu'il y ait la totalité de la transparence dans la gestion des parkings. Alors, j'ai Monsieur Boucher et Monsieur Abicher. Oui, enfin, je vais bien répondre à Monsieur Gacquenay. Bon, son idée, bien entendu, est séduisante, il n'y a pas de doute, et ferait sans doute une forme d'unanimité. Cela dit, puisque c'est quelque part une rupture de contrat que l'on fait avec notre délégataire, hein, puisque la tarification, elle a été signée au départ, enfin, je veux dire, au moment de la mise en place de la délégation. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs délégants possibles et que nous avons choisi le délégataire qui faisait les prix de stationnement les moins chers. Contrairement à certaines personnes qui sont dans la salle, qui n'avaient pas choisi ce délégataire-là. Il y a juste le samedi, par exemple. Les samedis, c'est bien, Madame Maïka, vous réagissez, c'est bien. Les samedis, exactement, je vous ai pas encore entendu aujourd'hui, donc je tenais à vous réveiller. Je reviens à la gratuité ou à la le samedi, le merci samedi, là, nous a pas amené plus de fréquentation. La gratuité ne nous a pas amené plus de fréquentation que la fréquentation habituelle, ou très peu. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on baisse le prix des parkings, il faudra le compenser. Et c'est quand même les Annemassiens, et uniquement eux qui le compenseront. Et non pas les gens qui viennent de l'extérieur. Parce que je vous rappelle que l'intérêt de cette délégation, s'il y en a une, c'est que ce ne sont pas les Annemassiens qui ont payé des investissements, mais ce sont les utilisateurs. Certains sont Annemassiens et beaucoup ne le sont pas. Voilà, qui participent au financement de ces parkings. Et moi, s'il y avait une évolution, moi, que je réfléchirais, c'est plutôt pour les résidents. C'est plutôt pour les habitants annemassiens, parce qu'il est souhaitable, et les transports en commun, pour les frontaliers notamment, mais pas seulement, permet de moins utiliser la voiture. Donc il faut qu'ils la laissent, la voiture, puisqu'ils l'utilisent pas, ils la laissent, et qu'il serait bien qu'ils puissent la laisser dans les ouvrages à un tarif qui soit le tarif, je dirais, des places vertes actuellement. Et comme les places vertes sont relativement limitées, j'étais par exemple ce matin au parking de Silo, hein, pour signer la remise des travaux, etc. Le parking Silo, il est loin d'être plein. Oui. Il y a de la place. Il pourrait accueillir des gens, des résidents, voilà, qui ont du mal à trouver des places vertes sur le site autour de la gare, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc c'est plutôt cette évolution-là que je privilégierais. Et puis je voudrais redire, hein, c'est une marotte aussi de ma part, on peut venir commercer à Annemasse en voiture, mais il y a d'autres moyens de venir commercer à Annemasse qui sont mis en place quand même, hein. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Or, il y a une légère diminution de la fréquentation qui est notée là, mais je pense qu'il y a une augmentation importante de la fréquentation en arrivant par d'autres moyens de transport. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut cibler. Monsieur Abicher. Oui, je voudrais insister sur ce qu'a dit Michel, c'est que l'expérience, on l'a quand même faite, et justement on l'a fait comme une expérience, c'est les merci samedi. On a été beaucoup plus loin que ce que vous proposez, c'est la gratuité, avec l'espoir qu'on attire des gens, puisque c'est soi-disant difficile de stationner à Annemasse, trop cher, on a fait la gratuité, et pendant un an, plus d'un an, on n'a pas, alors Michel a dit très peu, mais il n'y en a aucune, hein, c'est-à-dire dans les statistiques, les samedis la fréquentation des samedis sont les mêmes, il n'y a personne qui est venu en plus parce que c'était gratuit, et il faut bien avoir à l'esprit finalement que le prix du stationnement, c'est un élément, les gens le trouvent cher, mais finalement ils ont besoin de venir à Annemasse, et quand ils viennent à Annemasse, ils viennent, que ce soit cher ou pas, ils râlent parce que c'est trop cher peut-être, mais s'ils ont besoin de venir, ils viennent. Mais c'est pas parce que le stationnement est gratuit ou pas cher qu'ils viendront
parce que c'est pas cher, c'est pas le stationnement qu'ils cherchent, c'est les activités, c'est ce qui se passe à Annemasse. Donc faisons attention maintenant, bien sûr, qu'on étudiera, qu'on réfléchira sur des évolutions des prix et sur des évolutions des tarifs, mais je crois que c'est vraiment illusoire de croire que le baisser les prix va attirer plus de gens. Non, on a fait l'expérience. Il faut qu'on trouve d'autres moyens. Michel, et puis... Je voulais juste compléter parce que je l'ai oublié. Je pense que M. Gaconnet, et vous le faites, hein, je vous lis quand même assez souvent, vous le faites, ces promotions liées aux heures donc gratuites de stationnement que vous dites payées par les commerçants. C'est en partie vrai, mais qu'en partie, hein, puisque c'est aussi la ville et puis le délégataire qui se partagent cette perte de recettes. Je pense que c'est là la solution. Les gens, je l'ai dit plusieurs fois, hein, je pense qu'il faut tous œuvrer, et vous le faites encore une fois, Monsieur Gaconnet, il faut tous œuvrer pour que cette possibilité qui est offerte aux clients, là on parle des clients, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'extérieur, pour commercer à Annemasse, hein, puisque ces tickets les retrouvent dans les commerces, elles puissent se multiplier. Voilà, c'est une possibilité offerte à tout le monde, aux clients d'avoir une quasi-gratuité, et puis aux commerçants, ça leur coûte pas trop cher quand même. Voilà, et ça coûte un peu à la ville et aux délégataires aussi. Je pense que c'est bien partagé comme ça, et je pense que la solution, elle est là. Et si je puis donner un conseil à Monsieur Mehdi en charge de l'attractivité, c'est de beaucoup œuvrer autour de ça, de convaincre un maximum de commerçants d'entrer dans ce dispositif qui est vraiment un dispositif vertueux. Monsieur... Oui, pour faire quelques précisions, déjà par rapport au poste que vous citez, c'était d'aller récupérer les chèques chez les commerçants. Après, j'aurais pu être un peu plus complet. Le seul problème de ce dispositif, c'est toujours le même finalement, et vous l'avez aussi très bien dit, donc c'est que tout le monde ne participe pas et que finalement ça peut créer de la frustration chez la personne qui va dans deux commerçants, typiquement qui ne ferait pas la démarche. Concernant le merci samedi, vous savez, dans le commerce, il y a une chose qui est simple, les meilleurs samedis sont ceux du début, de la paye. C'est vrai que et sagesse n'est pas bête. Si vous l'ont proposé le dernier samedi du mois, c'est aussi parce que c'est là où peut-être que la fréquentation est la plus faible. Donc c'est aussi le moins le risque pour eux. C'est moins la perte pour eux. Pour en revenir à ma première intention, en fait, on est vraiment sur une stratégie de communication. C'est même pas une question de baisser les tarifs. C'est à un moment donné, il faut un électrochoc au niveau des extérieurs d'Annemasse. J'en conviens, vous vous battez, vous avez raison pour les résidents, ça j'en conviens. Mais un centre-ville dynamique aussi, ça passe par le fait que des consommateurs extérieurs viennent consommer à Annemasse. Et aujourd'hui, on a un vrai déficit d'image, on peut pas s'en cacher, même quand on essaye de communiquer positivement comme j'ai pu le faire sur les réseaux, tout ce qui arrive derrière c'est dramatique et je le regrette parce que faudrait que je bloque les commentaires aussi pour éviter de l'Annemasse bashing sur ce point-là. Mais c'est vrai que là-dessus il faut une vraie stratégie de communication au-delà de la simple baisse des tarifs. Je parle pas de raser gratis. Ce qui est important, c'est d'acter une baisse même symbolique. Et de dire derrière, on met le paquet sur la communication pour le faire entendre. Les chèques cadeaux, c'est bien, mais c'est encore. Je vais pas dire que c'est pas trois posts sur les réseaux sociaux qui vont faire avancer le dossier. Donc voilà, les dimanches c'est pareil. Peut-être qu'on a manqué de communication, alors que dimanche il y avait quand même beaucoup de monde qui était présent dans la ville d'Annemasse, c'est beaucoup plus que samedi d'ailleurs, et ça on peut s'en réjouir. Mais c'est vrai que c'est une vraie stratégie de communication qu'il faut mettre en place, et pour moi en tout cas un électrochoc vis-à-vis de la population extérieure qui ne vient plus à Annemasse pour les prix des parkings. Oui, monsieur Mehdi, je trouve, excusez-moi de réagir, parce que je pense que il y a un point sur lequel on est d'accord, il faut que l'on ait, je reprends le terme, un électrochoc ou une campagne de communication qui nous permette de travailler encore plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant. Ça, je suis d'accord et on peut y réfléchir, y compris ensemble. Mais sur le nombre de personnes et l'attractivité de la ville, alors il y a ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, puis il y a les gens qui sont à Annemasse. Moi aussi, j'ai vu samedi et dimanche un monde très important, du monde et je connais et je travaille aussi avec des commerçants qui aujourd'hui, malgré la crise et malgré les difficultés, ils préfèrent être à Annemasse que dans d'autres centres-villes où il y a moins de monde.
Et quand on discute, encore hier, on recevait des gens qui veulent s'installer dans les coques de la gare, dans les coques commerciales de la gare, et on voyait, il y a une attractivité très très forte pour venir. On a quelques bonnes surprises qui arrivent, on en parlera dans un autre moment sur Chablais Park. Donc je crois que c'est aussi par cela qu'on change l'image. Et les parkings, ce n'est qu'un plus, ce n'est qu'un élément supplémentaire. C'est l'attractivité même de la ville, la qualité de la ville qui va attirer le monde plus qu'un prix sur les parkings. On reviendra sans aucun doute sur l'électrochoc de la communication, et je retiens votre formule parce que il y a quelque chose à faire. Je suis pas sûr que ce que vous proposiez soit l'idéal, mais ça mérite de poser le problème et d'avancer. On a des choses à faire dans ce domaine-là. Oui, Madame Niemann. Donc, on parlait du service communication en introduction du conseil municipal. Donc, effectivement, de la communication, il y en a sur le site Facebook, sur les différents supports. Alors, bien évidemment, elle peut être perfectible. Là, on touche quand même à des comportements individuels, c'est-à-dire que les personnes qui vont faire leurs courses avec leur voiture trouvent que le parking peut être cher. Dans ces cas-là, il faut peut-être mailler de manière tripartite avec la ville, le délégataire et aussi les commerçants, puisque lorsque vous allez faire vos courses, souvent, on vous demande si vous avez la carte de fidélité, on vous la propose, etc. Moi, personnellement, on m'a très peu souvent proposé le parking gratuit, alors que le commerce pouvait y être éligible. Donc, effectivement, il faut travailler de manière plus transversale dans ce cadre-là. La communication, effectivement, une action coup de poing, ça peut être pertinent. Il y a de la communication qui est faite, ça, je tenais à le rappeler. Donc, voilà, merci. Monsieur... Alors, effectivement, il y a c'est un vrai problème, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Gaconnet, sur le fait qu'on a mis des moyens. On a mis des moyens. Alors, effectivement, on a une année de test. Si tous les commerçants prennent leurs responsabilités avec la ville, hein, je pense qu'on pourra gagner cette bataille-là en communiquant positivement. Après, je pense aussi qu'il n'y a pas que le prix des parkings, il y a aussi l'offre commerciale. Aujourd'hui, Annemasse qui n'est pas nécessairement au point. C'est pas une critique vis-à-vis des commerçants, hein, qu'on s'entende bien. Je pense qu'on a un rôle, on a une obligation de créer cette attractivité. Maintenant, les parkings, on a ces chèques parking qui ont été mis en place. Nous avons aussi, je crois aussi par rapport à l'ouverture du cinéma, on a aussi une offre qui va être mise en place. Si tout le monde joue le jeu, je reste persuadé que ça sera que cette offre chèque parking et cette offre cinéma aura du sens. On en tirera les conclusions, mais si j'ai l'impression, en tout cas au vu des appels, des échanges que j'ai avec les commerçants, nombreux ont été frustrés parce qu'il y a eu un petit peu de retard pour cette mise en route. Les chèques sont arrivés un peu tardivement, pas au 1er décembre comme c'était prévu malheureusement, il y a eu 2-3 jours d'écart. Et il y a eu une vraie demande parce que de nombreuses personnes ont joué le jeu et de nouveaux commerces qui n'avaient pas jusqu'à maintenant participer à cette opération. Donc j'ai bon espoir. Alors effectivement, on communique peut-être pas assez. Je suis en relation avec les UC, je compte aussi beaucoup sur l'UC, sur l'Office du commerce. Donc je reste persuadé que ça sera surtout le fait que ces chèques parking soient cumulables. Si tout le monde joue le jeu, effectivement, aujourd'hui, les clients peuvent venir sur Annemasse, commercer sur 3 heures et ne pas avoir à payer le parking, passer 3 heures à Annemasse et 3 heures de gratuité. Donc je pense que si on communique tous positivement et que tout le monde prend sa part, on réussira en tout cas à gagner une petite bataille ou peut-être une grande, mais on le verra. Mais je crois qu'on avancera sur cette question-là. J'ajoute, et on va en terminer là, que puisqu'on parlait de coûts d'information, j'espère que le cinéma pourra ouvrir comme c'est prévu. Hein, après la crise sanitaire, on la maîtrise pas, mais on a mis en place, et vous le savez, un tarif qui est quand même un tarif choc. Hein, 3 heures, 3 euros avec le billet de cinéma, 3 heures, 3 euros. Ça marche. Et c'est un effort considérable que l'on fait. Au niveau c'est SAGS qui le fait pour l'essentiel, hein, mais c'est là aussi c'est un marqueur. 3 heures, 3 euros, quand on a une place de cinéma, et comme tous les films ne durent pas 3 heures, vous voyez qu'on peut utiliser les 3 heures, 3 euros pour aller boire un coup après ou déjeuner, enfin, il y a de quoi te faire. Voilà. C'est, je crois, avec des éléments de ce genre, mais nous sommes prêts à en reparler, bien évidemment, pour approfondir. Je vous propose de passer au dernière DSP qui est le réseau de chaleur.
Oui, dernière DSP, donc réseau de chaleur. La ville d'Annemasse a confié à la société Cofeli, filiale du groupe Engie GDF Suez, la construction et l'exploitation d'une chaufferie bois et gaz destinée à la production de chaleur pour le chauffage du quartier Zola-Chablais pour un coût de 6,8 millions d'euros TTC, dont 2 807 999 euros de subvention. Le contrat de délégation de service public conclu le 22 avril 2011 pour une durée de 25 ans était transféré à une filiale dédiée sur demande de la ville qui s'appelle Bois Énergie Annemasse. Les travaux de construction de la chaufferie et du réseau de distribution débutaient en mars 2012 et la mise en service du réseau de chaleur a eu lieu en janvier 2013. Concernant le bilan environnemental et technique, le résultat des mesures atmosphériques réalisées par le bureau Veritas en décembre 2018 sont indiqués dans le rapport de BEA et sont conformes aux valeurs réglementaires. BEA envoie mensuellement à la ville des rapports de contrôle des émissions de particules, donc qui sont très faibles. Concernant les résultats financiers, donc la vente en chaleur est en hausse, hein, donc la vente de mégawattheure est en hausse, elle est en hausse continue, elle est à 14 ouvertures bois et de 84%. Il est légèrement en baisse, hein, puisqu'il a été en 2018 de 85% et en 2017 il était de 87%. Il est en baisse dû à un incident sur le silo bois, donc il y a eu un chauffage au gaz pendant un temps. Ensuite, les recettes d'exploitation donc sont en hausse à 1 360 379 euros, mais les charges d'exploitation sont en hausse aussi à hauteur de 1 424 887 euros, ce qui donne un résultat financier en euros qui est négatif de 64 518 euros. Donc dans la commission de suivi DSP que l'on a eu avant la CCSPL, on a beaucoup interrogé sur cette situation. Parce que si vous prenez les chiffres, hein, c'était un déficit de 89 000 euros en 2015, 83 000 en 2016, c'était 17 000 l'année dernière, et normalement cette année on aurait dû être en positif si on suivait la ligne. Voilà. Les ventes de chaleur ont continué à augmenter, et c'est donc les charges qui se sont alourdies. Donc on peut s'interroger sur ces raisons-là. Donc le bilan qui aurait dû être positif en 2019 se dégrade en raison de l'augmentation des charges suivantes, le coût de l'électricité et les charges de gestion versées à la maison mère Engie, charges de structure de BEA et une reprise de provision de 2018. C'est-à-dire qu'il y a visiblement un transfert de charges entre BEA et Engie. Alors BEA nous dit avant c'était Engie, la maison mère, qui prenait en charge des choses qui nous revenaient. Et maintenant, enfin en gros c'est ça qu'ils ont répondu, et maintenant on est dans une situation normale. Ils m'interrogent toujours. Voilà, ils m'ont pas convaincu là-dessus. De plus, un incident sur le silo bois a limité l'utilisation d'une chaudière bois et le taux a baissé donc à 84%, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça a fait une augmentation des achats de gaz naturel. Alors pour le délégataire, la couverture de bois est en hausse, le mieux c'est pour eux, puisque c'est moins cher que le gaz. Les charges comprennent également le versement par BEA à la ville d'Annemasse d'une redevance annuelle de 22 750 euros. Le prix du mégawattheure chaud passe de 37,98 euros en janvier 2019 à 37,38 euros en fin d'année. Donc il est en baisse en raison de la baisse du tarif réglementé du gaz. Et l'abonnement passe de 57,20 euros par des kilowatts souscrits en janvier 2019 à 57,98, donc légèrement en hausse. Concernant les travaux, BEA a réalisé l'extension du réseau sous l'esplanade François Mitterrand pour le raccordement du centre Emelka, de la maison de la mobilité et de l'hôtel Novotel qui va ouvrir en février là, et puis des bâtiments de la gare SNCF. Les immeubles Le Claridge, rue du Chablais, et le D2, rue du Maule, ont été aussi raccordés au réseau. Au niveau du développement commercial, donc au 31 décembre 2019, il y avait 11 732 kW de puissance souscrite par les 54 clients abonnés au réseau de chaleur. Et
donc dans les observations faites par la CSPL, il n'y a eu aucune observation formulée par la commission qui a pris acte du rapport du délégataire. Le déficit enregistré au cours de l'année 2019 reste toutefois à surveiller et à noter que la commission des usagers du réseau de chaleur n'a pas formulé de plainte et n'a pas relevé de panne. Donc ça fonctionne bien. Voilà pour ce réseau de chaleur. Oui, pardon. Pardon, C'est vrai monsieur que, Iaconet. en vous écoutant, on a un peu l'impression quand même qu'on est un peu empêtré avec ce délégataire qui, comme vous l'avez dit, aurait dû passer en positif. Alors moi, je veux bien les jeux d'écriture entre maison mère et exploitants ici, mais c'est vrai que derrière, ça interroge, et vous l'avez bien souligné. Je me réjouis d'entendre qu'il y a encore quelques progressions de connexion, on va dire, sur des nouvelles constructions. On peut toujours regretter, en fait, qu'on soit pris en étau entre le Léman Express et le tram, ce qui évite un peu un développement sur un autre versant de la ville, et qu'on n'ait pas été capable, bien sûr, de se raccorder sur des immeubles à quelques centaines de mètres d'ici. Il y avait été évoqué également, je crois qu'il y a 2 ans, une connexion de tout ce qui était, enfin, la mairie, de passer sur. Alors, on va être très clair que c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de travaux en ce moment, surtout qu'on parle du centre-ville, donc je comprends que ce soit pas évident, et qu'en période électorale, c'est pas non plus évident de commencer à lancer des grues dans les rues du commerce, dans les rues du centre-ville. Mais est-ce que ce projet est clairement enterré jusqu'en 2027, ou alors il y a une chance de se faire pendant ce mandat? Merci. Monsieur Boucher. Comme je pense qu'il n'y aura pas de période électorale dans les mois à venir, je pense que le projet se fera. Non, je plaisante. Le projet se fera, il est toujours prévu, et il se fera avant 2027. Il n'est pas sans impact, vous l'avez dit vous-même, hein, parce que quand il y a trop de travaux, vous nous le reprochez. Quand on le fait pas, vous nous le reprochez aussi. Donc effectivement, il y a un moment, on a dit non. On a dit non sur la traversée du tram par le réseau de chaleur, parce que nous étions déjà, enfin, rappelez-vous comment c'était, vous nous l'avez assez souvent dit, hein. Donc, je veux dire, rajouter des kilomètres de tuyaux et ouvrir des tranchées dans de nouvelles rues à la période où on était sur les travaux du tram, etc. Bon, c'était difficilement envisageable. Je rappelle quand même qu'on a fait l'effort de scoltiner la rue du Gifre, quand même, hein. Dans un premier temps, avec des travaux liés au chauffage, et dans un deuxième temps, donc il y a eu 2 temps et j'en ai entendu, hein, sur le sujet. Donc c'est pas toujours simple, mais effectivement on va prolonger le réseau jusqu'à la place de l'hôtel de ville pour chauffer le bâtiment mairie. Voilà, c'est un point. Après je voudrais revenir sur le fait qu'on soit l'impression, alors c'est peut-être moi qui laisse une impression d'être empêtré avec ce délégataire. Je crois que c'est un bon délégataire. Je suis pas du tout empêtré avec lui, hein. C'est vrai que ça me chagrine cette histoire de déficit, mais il n'est pas du tout en danger, hein. La société, Cofeli bien entendu n'est pas en danger, mais la société BEA n'est pas du tout en danger. Elle l'est d'autant moins qu'à chaque fois qu'il rajoute des kilomètres de tuyaux actuellement, là, d'accord, ils ne l'amortiront pas en fin de délégation. C'est-à-dire qu'en fin de délégation, l'amortissement ne sera pas complet et ils vont récupérer des sommes d'argent qui seront très importantes en fin de délégation parce que l'amortissement n'est pas complet. Donc quelque part, et c'est une discussion qu'on a avec eux aussi, hein, c'est-à-dire que ils sont peut-être en léger déficit ici. Je pense que le développement fait qu'ils sont, enfin moi je pense qu'ils sont à l'équilibre, hein. Voilà, déjà à l'équilibre là. Les développements futurs, un réseau c'est vivant, donc il y a des bâtiments qui deviennent plus vertueux, qui consomment moins, donc il faut de nouveaux bâtiments pour compenser les pertes de distribution d'énergie. On est quand même à un bon développement là, parce que évidemment après va falloir changer les chaudières, etc. On va plus pouvoir. On est sur un bon développement à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que c'est une délégation. Enfin, si on donne l'impression qu'elle fonctionne mal, moi je pense que c'est peut-être celle qui fonctionne le mieux. Mais voilà, c'est-à-dire qu'elle fonctionne bien. Il y a
très peu de pannes. Les utilisateurs sont satisfaits. Hein. Ils ont de la chaleur tout le temps et de l'eau chaude tout le temps, sans problème. On a eu au départ, il y a quelques années, 1 ou 2 fois un filtre qui dysfonctionnait avec de grosses fumées. On n'a plus ça. Maintenant, ces problèmes-là ont été résolus, donc on n'a plus de problème de pollution soudaine qui est arrivé exceptionnellement. Hein. Voilà, donc et on a un développement qui est bon. Après, ce qui est un peu compliqué, alors je sais pas, ouais, Madame Maïka nous en a fait un peu le reproche dans la commission précédente. C'est vrai que sur la rue du Gifre, par exemple, on a dit non au raccordement d'un immeuble parce qu'on venait de terminer. Enfin, je veux dire, tout était nickel, terminé, etc. Il y a une chaudière qui tombe en panne dans un endroit. Ils ont l'opportunité là de se dire, paf, on se raccorde. Il faut rouvrir là où on vient de faire. Ben, on n'a pas dit oui. Voilà. Peut-être qu'il aurait fallu dire oui. Peut-être qu'on était en période électorale et qu'on n'a pas osé dire oui. J'en sais rien. Voilà. Comment c'était, mais on n'a pas dit oui. Mais sachez qu'on ce réseau, on y tient, hein, puisqu'on l'a créé, enfin, je veux dire, on l'a créé, on y tient, et on souhaite le développer jusqu'au maximum de ses possibilités. Madame Maïka. Juste rappeler une chose, vous avez marqué qu'il n'y avait eu aucune observation qui avait été formulée. Alors, oui, je pense qu'en général, il n'y avait pas de grosse observation. On leur a quand même demandé de nous prévoir un plan prévisionnel, quand même. C'est la CCSPL hein, que je rappelle. Oui, mais on a eu quand même la commission de suivi auparavant, qui est revenue après lors de la CCSPL. Donc il y avait ça. Et puis ce que je regrette quand même, c'est qu'il n'y ait pas d'association d'usagers ou d'usagers, on va dire, de présents lors de la commission de suivi, alors que d'habitude on en a. Et cette fois-ci, on n'en avait pas. Non, il y a une commission d'usagers, c'est différent. C'est oui, deux commissions différentes. Il y a une commission des usagers qu'on va tenir en début d'année. En début d'année là, on va la tenir uniquement les usagers. Oui, mais d'habitude à cette commission, moi j'ai participé aux précédentes et il y avait des usagers qui étaient là. Non, c'est deux commissions différentes. C'est la commission des usagers. Ben, je sais ce que je préside quand même. Je préside pas grand chose, moi. Donc, je sais ce que je préside. Il y a une commission des usagers, et il y a une commission de suivi, donc, de la DSP, et il y a la CCSPL. Monsieur Burniard, vous pouvez peut-être m'aider dans mes... Allez, parce que tant le micro, ça passe pas. J'ai monsieur Loiseau. Donne la parole. Oui, alors très rapidement, je vais surtout répondre à monsieur Gaconnet, parce que ses remarques étaient plus intéressantes. Vous m'excuserez, Maïka. Sur le périmètre, on s'est assuré que à la fin, à terme, l'idée c'est que les puissances maximales que peuvent fournir les installations soient en relation avec le périmètre qui est couvert. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher trop loin non plus. Le but c'est de rester le plus proche, puisque c'est un coût moindre, c'est mieux maîtrisé, et de pas non plus dépasser la puissance de l'installation. Donc pour la mairie ça a été répondu, mais c'est ça qui est l'idée, et on s'en est assuré auprès du prestataire. On s'est aussi assuré, on s'est attaché, tout particulièrement en ce qui me concerne, à vérifier que le prestataire a la volonté de poursuivre son développement et de poursuivre ce marché, cette DSP qui fonctionne techniquement bien, parce qu'on sait que le climat et le contexte national sur les questions d'énergie est particulièrement perturbé en ce moment, à savoir qu'Engie pourrait décider de se désengager. Alors, on leur a bien demandé, évidemment, ce qui est dit et n'est pas forcément vrai dans 10 ans, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on a bien abordé, puisqu'un réseau, il faut savoir que ça se fait sur 40 ans et une DSP sur 25 ans. Donc on est sur des choses de long terme. Ils ont répondu qu'ils avaient la volonté de poursuivre leur DSP dans de bonnes conditions avec nous. Et enfin, comme Michel le disait à la fin, en dehors des questionnements qu'on a sur des points financiers, sur effectivement les amortissements derrière qu'il faut particulièrement surveiller, et les services vont s'y atteler, il faut rappeler quand même qu'on a une installation qui est au niveau des coûts que paye l'usager
pour son jeu de mots dans les clous, justement, et qui aussi a une bonne maîtrise technique, puisque les 84% de bois sont plutôt dans une fourchette haute. Une installation de type chaufferie bois, ça peut surprendre, mais ça ne peut pas être à 100%, hein. C'est pas possible. Alors, ils devaient viser 90, ils s'en sont expliqués. Voilà, tout ça pour vous dire que techniquement et politiquement, je peux vous assurer qu'on a posé toutes les questions qu'il est nécessaire de poser et qu'on a une installation qui est en bonne marche et qu'on vérifiera au cours du temps. Merci. Merci, Monsieur Lebeau. Merci. Je vous propose d'en rester là. On a eu un long débat, un long échange sur l'ensemble des cette DSP. C'est vrai qu'il y en a 5 et que c'est important d'échanger. Je vous propose non pas un vote, mais que le conseil municipal prenne acte des rapports qui ont été présentés.